Avant la Ligue des Champions de cette semaine, nos yeux étaient rivés sur les championnats européens. Qu'est-ce qu'on en a retenu? Quel est notre top 3 du week-end? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le Alex. Comment tu vas, frérot? Est-ce que tu as kiffé ton week-end foot? Salut Nico, bah ouais ça va, écoute, on a bien regardé les matchs ce week-end, il y avait pas mal de belles affiches, pas mal de trucs à raconter, donc écoute, on est là pour ça, hein. Donc super bien. C'est ça, on va faire notre top 3 du week-end, nos trois gros éléments à retenir. On va pas parler ici de City United parce qu'on en a fait tout un débrief pas plus tard qu'hier. Donc on va pas parler des prestations de Foden notamment, etc. Si vous voulez voir ça, vous allez sur la chaîne et vous regardez tout simplement nos tops du week-end. Donc on va commencer avec toi. On va faire un top 3 à nous deux. Qu'est-ce que tu as mis dans ton top 3? Quel a été un de tes tops du week-end? Bah écoute, le dernier match que j'ai regardé, le Barça, dimanche soir, un Barça qu'on avait laissé avant la trêve sur un match compliqué, un match nul à Vallecano. Un match qui avait pas du tout été bon dans le contenu, notamment défensivement. Même l'attaque avait pas été super avec un Rafinha qu'on avait trouvé en dessous, un Yamal qu'on avait trouvé en dessous. Donc on avait certains doutes sur cette équipe. Voilà, c'est une équipe qu'on retrouve après la trêve totalement différente. Pourtant, c'était un contexte un petit peu particulier parce que déjà, l'équipe jouait dans un stade de 6000 personnes. Pour le FC Barcelone, je pense que c'était une grande première et puis peut-être une grande dernière aussi. On avait des absents. Quand même, Yamal qui était dans le stade en tant que spectateur en civil, Rafinha qui était arrivé apparemment en retard à l'entraînement, donc puni et non titulaire, donc sur le banc, pas de Lewandowski non plus, donc voilà une équipe où on pouvait avoir certains doutes. Pas de Frankie de Jong aussi. Pas de Frankie de Jong, tu fais bien de le préciser. Donc certains doutes au début du match, mais bon, on a vite compris que les doutes se sont effacés. Le Barça s'est mis en route rapidement. Voilà, premier but à la 30e de Fermín López qui met un super but, qui fait un super match. Derrière, ça enchaîne en mode rouleau compresseur. Les Valençois n'ont pas vu la balle de toute la partie. C'était vraiment le Barça qu'on a retrouvé, le Barça qu'on aime. Et ça se termine en 6-0, donc un petit peu comme les scores qu'on a pu voir la saison dernière. Donc super match du Barça, mon top. Ouais, j'ai mis aussi, je crois qu'on dit Valencian. Valencian, ouais. On ira vérifier. Ouais, mais je crois qu'on dit Valencian. Bref. J'avais mis aussi top du week-end, j'avais mis de l'attaque du Barça, moi. Surtout dans cette deuxième période où ils ont fait un boulot exceptionnel, hein. L'entrée de Rafinha a fait du bien. Fermín López, homme du match, dans ce rôle de 10 là, où on savait pas trop qui allait prendre cette place entre Pedri, entre Olmo, entre Fermín. Moi, je trouve que lui, ça lui va super bien, quoi. Sûr de ses forces, le mec, ça se sent que il sait qu'il est bon. Très très fort. Il a délivré une super passe décisive à Lewandowski notamment, qui a été clinique quand il est rentré à la place de Torres. Là est toute la différence entre un top attaquant et un bon attaquant, on va dire, pour pas dire un attaquant terminé. Et je parle de Ferran Torres, pas du tout de Lewandowski qui lui est clinique comparé à Ferran. Donc ça a fait une grosse différence cette entrée. Marcus Rashford, que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui a loupé des choses, mais qui a fait une belle passe décisive, très belle passe décisive à Rafinha. La passe sur le premier but de Rafinha. Le deuxième but est vraiment magnifique. C'est ça, ouais. Casado aussi, que j'ai trouvé bon. À Pedri un peu plus bas, ça lui va pas trop mal aussi ce rôle-là. Il est bon partout, de toute façon, c'est un magicien, on le sait. L'attaque du Barça clinique, quoi. Le Fermín López, le troisième but aussi, qui est exceptionnel. Franchement, il envoie un missile Predator, le truc, il détruit la cage. Ils ont bien fait de le garder, le Barça, hein, parce que tu sais qu'il voulait partir, il y a eu des rumeurs de départ, et au final ils l'ont pas lâché. Et on comprend pourquoi, parce que dans ce genre de situation où on a des éléments offensifs qui sont sur le banc, bah il y a des top joueurs qui peuvent encore reprendre le relais. Quand il n'y a pas Yamal, il n'y a pas Rafinha, bah t'as des Fermín López qui sont encore des top joueurs qui te permettent d'assurer des matchs de Liga comme ça assez facilement. Donc comme tu disais, l'attaque du Barça, c'est l'arsenal offensif est juste impressionnant. Franchement, je sais pas si on a déjà vu ça là, les dernières années, autant de qualité dans l'attaque,
C'est trop. L'attaque C'est du presque Barça trop. est exceptionnelle. Après, voilà, il y a une très grosse profondeur de banc, d'effectifs offensivement. Ça va être défensivement maintenant où je me pose des questions. Ouais. Toute la Alors, question va être défensive. Koubarsi a été encore très bon. On peut parler de, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais des jeunes défenseurs espagnols, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, rien d'autre à dire que ouais, quand l'adversité va être un peu plus grosse, on va voir ce que ça donne défensivement, mais en tout cas offensivement, ils sont sûrs de leur force. Lewandowski qui est encore très très bon. Non, rien à dire, ouais, l'attaque du Barça est totalement dans mes tops du Petite week-end. pensée quand même au gardien de Valence qui, je sais pas s'il a dû dormir cette nuit, il a dû faire des cauchemars un petit peu des attaquants barcelonais parce que c'était pas facile quand même. Plus de 70% de possession. J'ai noté quoi? C'était quoi les stats? Il y avait, je te ressors juste parce que ça m'a marqué, 10 tirs cadrés à 1, 24 tirs à 2. À 2, ouais, j'ai vu ça aussi. C'était un punching ball cette équipe de Valence. Et le Barça qui peut se remettre en confiance avant la Champions League, ça va faire du bien cette victoire. C'est clair, et puis ils ont fait honneur au nom du stade dans lequel ils jouaient, comme tu dis, un stade de 6000 places, l'Estadi Johan Cruyff. Donc ouais, rien à dire. Ça fait peut-être du bien de ne pas avoir eu de scandale arbitrage sur ce moment-là, mais on voit que même sans Yamal, ils arrivent à être très bons offensivement. Yamal qui a eu des problèmes, qui n'est pas extrêmement bon sur ce début de saison, même si ça reste Lamine, on en est tous fans. Voilà, compliqué. On pouvait penser que ça allait être compliqué, parce que Valence tape 3-0, je crois. 3-0 leur dernier match contre Retafe qui est troisième. Ouais, c'est ça. Donc, qui est à 9 points. Donc, on pouvait se dire peut-être match piège et tout, mais non, rien à voir. Et Marc Bernal qui rentre pour faire une passe décisive à Robert Lewandowski à la fin, qui va être un joueur à suivre parce que Marc Bernal, c'est vraiment ce profil de milieu défensif un peu à la Busquets. Longiligne, très proche, très propre avec le ballon. Il sort d'une grave blessure l'année dernière qui lui a fait manquer toute la saison. Donc là, on va voir ce que ça donne cette saison. Mais très cool de le revoir. Il rentre dans un contexte à 5-0 qui est assez tranquille. Mais on voit que vraiment Hansi Flick qui se posait des questions qui avait un peu gueulé contre son équipe, doit être plutôt content du résultat face à Valence. Et ce qui est le bon augure, là, ils vont jouer la Ligue des Champions. C'est contre Chelsea jeudi qu'ils jouent, il me semble. Donc ça va être super intéressant à voir. On sera là pour, contre Newcastle, non? Contre Newcastle? Il me semble que c'est contre Newcastle jeudi. Ouais. Ah, c'est Newcastle, ouais. Je confonds alors. Et Chelsea, c'est Bayern alors? Oui, c'est Newcastle. Chelsea, c'est. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, j'ai confondu. Mais ouais, gros match. Ouais, ça va rassurer vraiment toute l'équipe. Puis c'est bien, tu vois, aussi pour Yamal, il va se dire que oui, je suis pas là, les copains. Chelsea, c'est Bayern, pardon. Les copains, ils gagnent 6-0 quand je suis pas là, donc voilà, ça va un petit peu motiver tout le groupe. Lui qui a un problème à une zone un peu particulière, à ce qui paraît, on va pas en faire une vidéo, mais voilà. Sacré. Il est touché. Il a passé un bel été. À une région. Il a passé un bel été, hein. Bon, comme nous, comme nous. Ouais. Dans une moindre mesure. On a fait le tour, je pense, sur le Barça. On va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon avec ce match contre Newcastle, etc. Donc ça va être sympa. Deuxième top, de quoi on peut parler? Moi, j'aimerais bien parler de Mbappé. T'en as un, toi, ouais, de Mbappé au Real qui fait un début de saison canon. Ça pue du cul pour nos amis marseillais, dont je fais partie, malgré mon maillot de Monaco. Je l'ai acheté juste pour le style, c'est celui-ci. Non, mais gros footix. Non, mais plus particulièrement, voilà. Ça craint quoi. En plus, on sait que, ça craint pour Marseille, mais Mbappé, autant en équipe de France qu'au Real, on sent que là, il a retrouvé son moteur. Ouais, en ce moment-là, c'est du grand Kylian. Je peux noter sa superbe entente avec Arda Güler, notamment sur le deuxième but où il fait un boulot. Déjà Mbappé fait un boulot où le défenseur il sait plus où il a le tournis, et puis il peut la donner tranquillement à Güler qui finit magnifiquement. Je pense que cette connexion ça peut être vraiment sympa là si avec le Alonso Ball, Mbappé, Güler, Vinicius, ça peut faire très très mal. Non, on va voir. Moi, je suis un grand fan de Güler, donc
ça serait top hein, qu'il atteigne le niveau qu'il avait du côté de la Turquie et tout. Non, dans une équipe qui joue au ballon plus qu'en équipe nationale, c'est vraiment hyper intéressant. Arda Güler et ouais, Mbappé, on voit qu'il y a une bonne entente qui est en train de se créer. J'espère que ça va durer. Bah, c'est avec le talent qu'ils ont dans les pieds, ces joueurs, s'ils arrivent un petit peu à s'entendre, qu'est-ce que tu veux faire? C'est des Ouais. génies, c'est des génies du foot. Ils ont dans les pattes des choses exceptionnelles. Donc c'est qu'une question de temps. En plus, je pense qu'avec le coach qui fait travailler toute son équipe, on a vraiment senti une différence sur ce match-là. J'ai trouvé le Real hyper sérieux. Tu vois, ça aurait pu partir un peu en sucette avec le carton rouge de Huysen à la 32e. Ouais. À ce moment-là, le Real mène 1-0. On se dit que la Real Sociedad, on connaît un petit peu leur style de jeu. C'est une équipe qui adore jouer, qui fait des passes courtes. Voilà, ils combinent dans le milieu de terrain, ça va vite. Donc on aurait pu penser que le Real allait souffrir, notamment directement en première mi-temps. Final, ça c'est plutôt le score s'est aggravé pour la Real Sociedad juste avant la mi-temps. Donc on aurait pu penser le contraire, mais non, ça fait 2-0 avec, comme je t'ai dit, ce superbe but de Güler. Et puis en seconde mi-temps, on a une équipe de la Real Sociedad qui revient avec un penalty de Oyarzabal à la 56e. Et à ce moment-là, c'est vrai que le match tourne un petit peu à l'heure de jeu. On a une équipe du Real Madrid qui touche moins en moins de ballons, qui fait que dégager, et puis avec la Real Sociedad qui attaque. Et c'est là où j'ai trouvé le Real Madrid très sérieux. J'étais surpris parce que tu vois, j'aurais pensé que la Real Sociedad, en regardant le match en direct, allait revenir à 2-2. Et en fait, on a eu une superbe défense, un super élan collectif du Real qui a tenu bon. Et ils étaient vraiment tous très très sérieux. Et ouais, au niveau de la mentalité, c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière de la même période de temps où la mentalité n'était pas terrible. Là, on a vraiment senti un collectif soudé derrière son coach. Donc ouais, le Real, attention, ça clair. travaille et ça bosse, ouais. Ouais, ça travaille bien. Et puis Mbappé clinique, hein. Pas comme un Vinicius qui, je trouve, a encore les pieds un peu dans le tapis. Mais non, Mbappé clinique ne rate que très peu de choses sur sa lancée du début de saison. Et c'est de mauvaise augure pour l'OM parce que Aguerd sera sûrement pas du déplacement. Ça va être dur en défense. Et avec Mbappé dans cette forme-là, surtout qu'on sait qu'en tant qu'ancien parisien, il va être peut-être encore plus motivé, avoir une motivation encore supérieure. Ouais, c'est attention à ce match, attention au triplé quoi. Hein, mais bien que j'ose espérer que l'OM peut faire quelque chose. De toute façon, c'est pas vraiment. Oui, Aguerd, c'est sûr que c'est un coup dur, mais bon, Oui, Aguerd ou pas, de toute façon, mais ça je veux change dire, pas. c'est ton défenseur très rapide. Oui, Ça fait. mais bon. Bien sûr que ça ne change pas énormément, mais c'est quand même une C'est arme. un coup dur en plus, mais bon, ça change pas la physionomie non plus du match, Oui, je dirais. oui. Mais je veux dire. Mbappé, il est capable de mettre tous les défenseurs Oui, bien sûr. centraux du monde en ce moment en difficulté, Aguerd ou pas. Bien sûr, dans un grand jour, on va espérer qu'il ne soit pas dans un super jour côté marseillais, mais Mbappé, vraiment, son début de saison est à souligner parce que dans un collectif qui roule un peu mieux que l'année dernière, avec un défenseur comme Huysen, même s'il a pris un rouge qui est très solide et qui ravive un peu cette défense, ça peut créer quelque chose de vraiment bien. Et attention au Real cette année, hein, parce qu'ils n'ont pas gagné l'année dernière Ligue des Champions et on sait que c'est leur coupe, quoi. C'est à eux, ils vont vouloir la récupérer. Ouais, là, cette année, ouais, ça se voit qu'ils sont revanchards, ils sont très sérieux. Et je pense que t'as vraiment tout le groupe qui est uni derrière le coach. Et puis Alonso, ça reste quand même un coach exceptionnel. Hein. On va pas oublier ce qu'il a fait avec Leverkusen. C'était historique. Donc il n'y a pas de raison qu'avec l'effectif qu'il a et la qualité de joueur qu'il a à disposition, on ne fasse pas une grande saison. Donc le Real favori de cette compète en Liga et en Ligue des Champions. Ah, tu les mets favoris, toi? Devant le Barça? Parmi les favoris, ouais. Oui, parmi les favoris. Parmi les favoris, je dirais que pour moi, ils sont dans les 4 favoris de la Ligue des Champions. Moi aussi. Mais et puis au-delà de ça, ça me fait penser à Alonso, ça me fait penser un peu à Zidane, tu vois. Et, bon, dans une moindre mesure, parce que Alonso n'était pas le joueur que Zidane était, mais c'était quand même un très gros joueur, légende de son sport quand même en tant que joueur. Et il a quand même, au-delà d'avoir de la qualité tactique qui est très très grande, comme on l'a vu avec Leverkusen, il a quand même ce charisme là qui est
où son CV parle pour lui, où tu as des joueurs qui l'écoutent, etc., de par le fait que c'était un joueur assez exceptionnel et intelligent. Donc je crois aussi pas mal dans la saison du Real. T'as envie de parler de quelque chose d'autre du côté du Real ou on a fait le tour? Non, ça va, je crois qu'on en a fait le tour. Alors on va passer à notre top 1. La chose du week-end qui était exceptionnelle, je pense que peu de gens sont passés à travers. Alors peut-être que peu de gens l'ont vu en direct parce qu'on sait que c'est compliqué à voir en direct un match de la Serie A. Mais c'est ce match Inter-Juve. Wow. Bah, le match de ce début de saison, sans aucun doute. Et peut-être même le match de la saison tout court. Parce que pour aller au-delà de ce match en termes de rebondissement, en termes de la qualité des buts, je vois pas comment on pourra égaler ce match cette saison. Le football peut me faire mentir, mais dans les 5 grands championnats. Et quand tu as en même temps Manchester United City, j'ai dit qu'on n'allait pas en parler, on va pas en parler longtemps, mais quand tu as en même temps, sur la même journée de championnat, United City, gros choc de première ligue, etc., où on se fait chier comme des rats morts juste sur les buts, où c'est un peu sympa. Grosse différence. Ouais, la première ligue en général est un peu en dessous en ce début de saison de toute façon. Inter-Juve, c'est vraiment. C'était. On va peut-être se rebrancher Serie A là, un petit peu plus. C'était une pièce de théâtre, c'était théâtral, c'était magnifique. Ouais. Le match c'était un match de bonhomme quoi. C'était un match de guerrier, des frappes de loin à toute berzingue, des grandes chiches, des boulets de canon. Vraiment, je vais se Çalhanoğlu, c'était quand même artificier, Magic Hakan. Ouais. Puis un match, tu sens que c'était un match de bonhomme, tu vois. Alors les mecs étaient là, ça nous a rappelé les gros chocs de Serie A des années 90, où il y avait de l'intensité. C'était quelque chose de Tudor qui fait un super boulot. C'est ça, tu vois. On avait un peu l'impression que ces derniers temps, tu sais, dans les chocs de Serie A, on disait que c'était souvent des chocs tactiques, défensifs, avec pas beaucoup de buts. C'est vrai que c'est un petit peu en train de tourner. Moi, je t'avoue, je suis pas le plus grand suiveur de la Serie A. Je pense que c'est un des championnats que je regarde le moins, que je suis le moins. Là, ce début de saison de championnat en Serie A, les matchs que je vois un petit peu me donnent envie de regarder ce championnat. Pour venir sur le match, c'est vrai qu'on a eu un match déjà à rebondissement. On a eu à chaque fois la Juve au début qui a ouvert le score. L'Inter qui était un peu dans la peau du poursuivant a toujours rattrapé. Donc 1-0 pour la Juve, 1-1 pour l'Inter, 2-1 pour la Juve. Non, 2-1 pour l'Inter, à la mi-temps. Il me semble, non Non, pour la Juve. Il y a 2-1 pour la Juve à la mi-temps. Et 3-2, pardon. Et il y a 3-2 après, et après il y a 3-3, 4-3. Et en fait, on a eu un Inter qui était derrière au score, mais pourtant qui contrôlait le jeu. On avait plus un match dominé par l'Inter de Milan. Et puis à chaque fois, la Juve qui piquait un petit peu dans ses temps faibles, qui marquait des buts extraordinaires. Et donc on avait un peu une physionomie qui était inversée. Au final, ça aurait pu se finir en 4-3 pour l'Inter, en 4-3 pour la Juve, ce qui s'est passé en match nul. C'était un match où tout aurait pu se passer. Ça tourne en faveur de la Juve avec ce dernier but là où... Exceptionnel cette frappe. Cette frappe là qui vient de nulle part. De Vassili Iliadis, très jeune joueur, vraiment remember the name. Parce que la frappe qu'il a mis, avoir les cojones de la passer comme ça, le gamin a 19 ans, du Monténégro, donc exceptionnel. Un gamin de 19 ans, jeune 2006, qui a mis vraiment... il a eu quelques minutes à jouer et il les a prises, quoi. Là ça lui offre... qui met à la 91e. Ça lui offre une visibilité, et puis dans son CV, là, ça augmente tout de suite la valeur du joueur que moi je connaissais pas, par exemple. Donc quand j'ai vu ça, c'est sûr que maintenant j'ai envie de suivre la saison de la Juve. Il y a des belles histoires aussi dans ce match. On peut les frères Thuram qui ont marqué deux coups de casque tour à tour. Et la même célébration. Sur deux coups qui arrêtés. C'était quand même incroyable. Donc un match un petit peu en dehors du temps. Un match qui restera gravé dans la Serie A. Et pour l'Inter, ça fait quand même mal. Ils sortaient d'une défaite à l'Udinese avant la trêve. Donc cette défaite, elle va faire mal aux têtes. Ils prennent 3 points sur ce début de championnat. Donc compliqué pour l'Inter, qui sont 11e du classement de Serie A. Il y a déjà 6 points de retard sur la Naples et la Juve. Donc
un gros tournant peut-être dans cette Serie A. Ouais, la Serie A, c'est le début, hein, mais c'est déjà un petit tournant. Ouais, bien sûr. Et puis, comme tu disais, c'était souvent l'Inter qui avait le jeu pour eux. Hein. Je pense surtout à ce but de Kenan Yildiz, où c'est vraiment l'Inter qui marque, enfin, qui domine, pardon, à 1-1. Çalhanoğlu qui envoie un pétard, et puis Yildiz, super joueur évidemment, mais qui, contre le cours du jeu, vient à 2-1. Alors que c'était vraiment jusqu'à la 38e minute, gros temps fort de l'Inter, quoi. Je suis d'accord. Et puis sur la Serie A, ce qui est bien avec ce championnat, c'est que c'est toujours des champions différents. C'est ça qui est super intéressant, c'est très dur à pronostiquer. Je vois une Juve qui est très forte cette année parce que Tudor fait du très bon boulot. On sait que, tu vois, il a fait tactiquement des matchs excellents du côté de l'OM, mais peut-être qu'il n'avait pas le matériel. T'as raison de le noter. Un matériel aussi fourni que ce qu'il a à la Juventus pour jouer un football où c'est beaucoup de 1 contre 1. On se souvient, moi, évidemment, je me souviens très bien de lui du côté de l'OM, où c'était vraiment des 1 contre 1 partout sur le terrain. Moi, tu te souviens, je t'avais dit que j'avais jamais vu l'OM là ces dernières années aussi bien jouer que sous Tudor. Pour moi, le pic de l'OM depuis, on va dire 2020, c'est clairement sous Tudor où ils éliminent, même avant, ouais. Mais tu vois là où ils éliminent le PSG en Coupe de France. Pour moi, c'est ce moment-là de l'OM, c'est le pic de forme où j'ai vu l'OM le mieux jouer sous Tudor. C'était vraiment, ouais. Alors que comme tu dis, il avait pas forcément les joueurs non plus adaptés, donc ouais. Intéressant. Ouais, là, avec plus de qualité, je trouve que c'est pas mal, tu vois, même rien que son dispositif répond bien à chaque fois à ceux de l'adversaire, où c'est vraiment des joueurs en 1v1. Je me souviens aussi du match contre Tottenham, tu vois, où l'OM perd contre Tottenham, mais franchement, dans le match, Tottenham se fait bouffer. Ouais, et c'est on aurait mérité de gagner. Ouais. Ou c'est parce que tu joues ton va-tout jusqu'à la fin que tu te fais prendre par un Pierre-Emile Heuberg que les Marseillais connaissent bien. Mais peut-être qu'avec plus de qualité dans l'effectif, tu vois, ça peut faire quelque chose. Et puis ouais, c'était vraiment un match, je le répète, mais un match de patron, un match de bonhomme où vraiment ils ont posé tous leurs choses sur la table et sont allés vraiment se battre pour ce match. Et tu sentais, ouais, comme tu dis, que c'est peut-être un tournant parce que c'est un match que personne ne voulait laisser passer. Des frappes comme ça dans un football où je vois beaucoup de gens sur Twitter dire ouais, on n'en voit plus des frappes de 30 mètres et tout. Alors c'est juste que vous regardez pas le foot. Parce qu'il y a plein de matchs où ça envoie encore des piches de loin. Tu vois, à chaque but du match, on se disait, là, on a vu le plus beau but du match, quoi. Puis à chaque fois, puis le dernier but, en fait, c'est le plus beau, quoi. Au final, puis la Juve qui va jouer Dortmund aussi, là, ça va être super intéressant. Ouais, ça va être beau, ça. Hein. Deux équipes qui sont en forme. Qui égalisent avec le Napoli aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, on sort un petit peu du match, je pense qu'on a fait le tour, non? Le résumé. Ouais, je pense qu'on... Tu vois, on a vu quand même, si je peux faire un petit constat global dans le week-end, que finalement les gros ont assuré. On se rend compte de l'effet post-Ligue des Champions, avec pré-Ligue des Champions. Ouais. Pré-Ligue des Champions, avec les grosses écuries qui veulent montrer un petit peu les bras, montrer qu'elles sont là pour cette semaine très importante. Donc les gros qui ont assuré, le Barça qui a assuré, Naples qui a assuré, Dortmund qui a assuré, Arsenal qui a assuré, City qui a assuré, voilà, l'OM qui a assuré, dans les très gros. L'OM qui a assuré, bien entendu, le plus gros des gros. Dans les très gros. Donc voilà, on a eu vraiment les plus grosses écuries qui ont voulu montrer toute leur qualité. Donc ouais. Non, c'est clair. Et puis comme tu dis, Naples qui vient bien, 9e, voilà. Hein, Milan avec Modric hier qui a aussi. Et voilà, je voulais parler surtout de Modric qui a encore été exceptionnel, qui a 40 ans. Exceptionnel du côté de la Serie A, championnat qui va être super intéressant. Vraiment championnat à suivre cette saison. Hein. Il y a quand même des sacrés joueurs du côté de la Serie A. Et puis, comme je te dis, c'est jamais le même champion. Donc, est-ce que Naples, avec Kevin De Bruyne, va pouvoir faire la même chose que l'année dernière? On verra. Mais ça va être super intéressant. Il y a plein de belles histoires à raconter cette année en Serie A. Ouais. C'est clair. Un petit mot maintenant, on va faire rapidement un petit tour d'Europe rapide. On a fait nos tops du week-end, mais comme tu disais, les gros ont réussi, et dans les gros, il y a aussi le Bayern Munich. Le Bayern Munich où je voudrais mettre quand même Gnabry en avant, parce que waouh, le début de saison qu'il fait,
On se disait qu'avec la blessure de Musiala, ça allait être compliqué du côté du Bayern. Il gagne encore sur un score fleuve ce week-end. Et le but qu'il met là, contre Hambourg ce week-end, ils ont gagné quoi, 5-0 ? 5-0, ouais, c'est ça. Il met un but. Avec un doublé de Kane. Deux buts de passes décisives pour lui dans ce début de championnat, des scores fleuves. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Et puis là, il a mis un but où il fait un petit pont dans la surface et une mine qui détruit la cage. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Bah surtout, ouais, comme je te dis, alors qu'on se disait que Musiala, avec sa grosse blessure malheureuse, ça allait être compliqué, bah finalement, il fait un intérim vraiment réussi, quoi, Gnabry. Mais tu vois, là, cette saison et ce week-end nous a montré que là, toutes les grosses équipes ont montré des très belles choses. Ça fait plaisir quand on sait qu'on va peut-être vivre une saison exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Vu la qualité des effectifs, franchement, ça promet vraiment de grandes choses. J'ai vraiment hâte de voir cette semaine de Ligue des Champions. Ouais. Peut-être juste Chelsea qui se fait rejoindre à la fin, mais sinon... Chelsea qui se fait rejoindre à la fin. Bon, Chelsea, j'ai vu le match, c'était un match très ouvert. Défensivement, c'est encore pas ça. Ils ont un peu... Sur le premier but, la passe d'Anderson qui lobe le défenseur et Fofana qui revient mal. Après, à Brentford, c'est toujours des matchs piège. Hein. C'est clair. Ils ont une bonne équipe, Brentford. En dernier top, je dirais Arsenal avec Zubimendi qui met un doublé, qui gère bien l'intérim, enfin la suite de Thomas Partey qui prend bien sa place. Et Mosquera aussi qui a fait un super match. Je voulais en parler des défenseurs espagnols, mais entre Cubarsí, Mosquera et Eusen, l'Espagne, ils sont chargés au milieu, défense. Ouais. Défense centrale. Puis Arsenal, tu sais, j'avais un petit peu poussé à coup de gueule contre leur jeu contre Liverpool, contre le match contre Liverpool. Là, ils ont bien réagi à l'Emirates, ils ont fait un match super solide, rien à dire. Bon, c'est en dessous, c'est contre Nottingham. Maintenant, il va falloir montrer en Ligue des Champions, contre des équipes qui sont un peu plus fortes. Parce que souvent, Arsenal, ça gagne contre les équipes plus faibles qu'eux. Et dans les chocs, souvent, dans les chocs, c'est vraiment plus compliqué. C'est là où souvent ils perdent un peu le championnat et les gros matchs. Donc on va voir Arsenal, c'est super intéressant à suivre aussi. Ouais. C'est clair. Bon bah c'était nos tops du week-end. On va parler de la Ligue des Champions cette semaine parce qu'il y a plein d'énormes matchs qui arrivent. C'était un bon week-end de foot, même si la première ligue nous a un peu fait ronfler. Le reste a plutôt tenu ses promesses. Donc on va voir ce que ça donne. On n'a pas du tout parlé de Ligue 1. C'est pas plus mal pour une fois. Ouais. On va en parler toute la saison. Donc c'était bien. Il y avait tellement de choses à dire que... C'était bien de faire un petit tour d'Europe. Alex, on se retrouve demain. On va parler on va élire notre ballon d'or à nous, je pense. On dit qu'on va le faire, mais là, il va falloir qu'on le fasse vraiment. Puis il y a la vidéo sur les joueurs à suivre de Première Ligue qui va sortir très bientôt. Les amis, bisous, abonnez-vous, commentez, partagez, vous faites ce que vous voulez. La vidéo d'hier a super bien commencé, j'aimerais bien que ça soit de même pour celle-ci. Ça fait plaisir, il y a de plus en plus de monde, donc bienvenue à tous les nouveaux. Et ciao, peace, à demain. Ciao Nico. Ciao.